Chers compatriotes, j'ai décidé une nouvelle fois de rompre le silence pour pouvoir m'exprimer sur les questions qui préoccupent actuellement notre pays, notre peuple, notamment la question des bongos et de leurs fameuses mesures d'austérité qui n'ont ni queue ni tête et qui finalement représentent quelque part l'expression la plus flagrante d'un régime en banqueroute totale. J'en profiterai évidemment pour parler aussi de la question des législatives et de la folie que cette démarche électoraliste constitue pour la question même du changement au Gabon. Un changement que nous voudrions immédiat, mais que la participation éhontée des uns et des autres risque de compromettre. Et pour moi, ce sont là des démarches tout à fait inacceptables, sur lesquelles je vais pouvoir me prononcer brièvement pour cette fois-ci, mais j'en ferai tout un discours, le moment venu. J'explorerai évidemment aussi la question justement, ou j'allais dire la démarche courageuse des syndicats, tout en saluant évidemment l'action de ses leaders, l'action de gens comme Jean-Rémy Yama, de Dynamique Unitaire, de gens comme Marcel Libama, qui sont aujourd'hui en fait les personnes qui semblent porter l'essentiel de la revendication nationale, dans un contexte où les hommes politiques semblent avoir totalement abdiqué de leurs responsabilités. Car ce n'est pas tellement la responsabilité des syndicats que de mener à la chute d'un régime. Généralement, ce sont les politiques qui doivent donner le ton et les syndicats viennent en appui. Au Gabon, c'est le monde à l'envers. Hier, c'était les associations de la société civile qui forçaient les hommes politiques à l'action. On se souviendra de 2011, par exemple. Et aujourd'hui, les hommes politiques semblent surfer sur la vague syndicaliste comme si ces hommes avaient radicalement abandonné le combat, ne comptant plus que sur, on allait dire, le hasard de mouvements tels que ceux que les syndicats commencent aujourd'hui. Cela aussi mérite commentaire, et j'en parlerai tout à l'heure. Mais je ne manquerai certainement pas d'encourager tous ceux qui, tant au pays qu'au sein de la diaspora, continuent le combat, continuent à se battre, à résister. Car il ne faut jamais décourager les démarches des uns et des autres. Car si, en fin de compte, les hommes politiques qui auraient dû mener cette barque ont, ou plutôt donnent l'air d'avoir abandonné le combat, les citoyens qui, eux, se sentent l'envie de continuer, doivent être libres de le continuer, pourvu qu'ils sachent la finalité pour laquelle ils se battent. Tous les combats restent valables quand on veut en finir avec un régime. Il faut donc, quelque part, saluer les actions des uns et des autres. Car même si, au minimum, l'effet de ces actions ne consiste qu'à ridiculiser le régime en place ou ceux qui le dirigent,
ce sont des actions à encourager parce qu'au moins ça maintient dans la conscience nationale et peut-être internationale les réalités auxquelles notre peuple fait face, les réalités qui ont besoin que quelque part les uns et les autres se lèvent pour dire une fois pour toutes que ça suffit comme ça, il faut en finir. Chers compatriotes, quand j'ai créé le BDP, donc le mouvement Bongo doit partir, en 1998, j'avais évidemment énoncé 3 maximes importantes qui devaient en réalité guider la compréhension du combat de tout un chacun, quel que soit le camp politique auquel on appartient. J'avais justement établi le nom Bongo doit partir sur la base d'une idée centrale qui consiste à reconnaître qu'en réalité, les bongos sont au centre de l'édifice vampireux qui suce actuellement le sang des Gabonais. Et cette meurtrissure dure depuis 50 ans. Ces maximes consistaient à conclure tout simplement qu'en fait, rien de bon ne peut arriver au Gabon tant qu'un bongo sera au pouvoir. Quand j'ai énoncé ces maximes il y a 20 ans, on me rigolait au nez, on disait « Mais Ngara, t'es fou, ce n'est pas une question des bongos. » Et si j'ai dit non, mes chers amis, un régime n'est pas quelque chose qui se passe par hasard. Un régime est une question de culture politique. Quand vous avez à la tête d'un régime comme celui du Gabon, un président voleur, eh bien tous ceux qui le servent vont le servir dans le sens du vol. Parce qu'ils savent tous que pour contenter le chef, ben, il faut aller dans ce sens-là. Regardez un peu comment Donald Trump est en train en réalité de détruire le tissu moral qui a souvent été à la source même de ce qui a souvent ou toujours constitué l'état de droit aux États-Unis. Il se trouve qu'aux États-Unis, certains comportements présidentiels et autres n'ont jamais été codifiés dans la loi. Il a donc suffi qu'un homme comme Donald Trump arrive au pouvoir et comprenne que si la loi n'existe pas, je ne suis pas tenu à respecter des codes moraux qui ne sont pas inscrits dans la loi. Et donc, il est en train finalement de transformer les États-Unis en un régime, en un pays bananier, un peu comme la Russie et tous les autres, tout simplement parce que à la tête de ce pays-là se trouve un homme avec des tendances dictatoriales qui sont donc en train de polluer tout le système administratif américain. Et il a suffi de 2 années seulement pour déjà arriver à ce résultat où finalement on voit un président américain, chose qu'on n'a jamais cru possible auparavant, on voit un président américain se comporter comme un président du tiers-monde, avec les arbitraires et les habitudes anachroniques que nous connaissons, nous, Africains, qui sommes, en fin de compte, habitués à ces comportements-là. Vous comprenez donc qu'un édifice administratif, un régime, un système comme celui du Gabon a forcément un référent. Et ce référent, ce sont les bongos. Les divers feudataires, les complices, les gens qui servent ce régime savent très bien que pour subsister dans ce régime, il faut voler comme le chef. Donc si le chef vole, on doit aussi voler parce qu'en réalité, ne pas voler dans ce type de régime, c'est un peu se constituer en îlot de moralité, là où tout le monde est pourri. Là où tout le monde veut, en fin de compte, pourrir tout le monde. Il n'y a donc, en fin de compte, les pourris qui subsistent dans des régimes comme cela, ou qui acceptent d'y entrer. Ceux qui ont déjà une moralité pourrie, une mentalité pourrie. Des hommes de moralité, des hommes et des femmes de moralité,
ne peuvent jamais accepter d'entrer dans un régime comme celui du Gabon. Un homme comme moi, je ne ferai même pas une semaine dans un régime comme celui-là, comme ministre, hein, par exemple, hein, parce que dès le premier conseil des ministres, je donnerai des baffes à des gens comme Ali Bongo, parce que je ne supporte pas l'idée que quand on dit conseil des ministres, on ne voit en réalité aucun travail. Tout ce qu'on voit, ce sont ces nominations, des dépenses injustifiées, mais on ne voit pas le sens du travail. Que fait un gouvernement pour améliorer le sort d'un peuple comme le nôtre qui souffre dans un pays reconnu, pourtant comme un pays riche? C'est là une image qui m'incommode énormément. Mon esprit ne supporte pas ces comportements animaliers. Donc c'est vous dire qu'aujourd'hui, la question du Gabon n'est plus un mystère. Rien de bon ne peut se passer au Gabon tant que les Bongos sont au pouvoir. Il faut que chaque Gabonais fasse sienne cette idéologie qui, à mon avis, reste mathématique, inviolable. Les trois maximes restent aujourd'hui inviolables. Rien de bon ne peut se passer au Gabon tant qu'un Bongo est au pouvoir. La preuve, elle est là, sous nos yeux. 50 ans de bongoïsme, pour quel résultat? Un pays en banqueroute. Quand, en 2009, certains ont voulu donner le bénéfice du doute à Ali Bongo, j'ai dit que ce n'était pas possible. Quand on a passé toute sa vie sous les jupettes de papa, et que papa était un homme malhonnête, un homme à la moralité criminelle, vous croyez que le fils, qui a été conditionné par cette animalité, ferait quoi à la tête du Gabon? Dites-moi, vous croyez que cet homme ferait quoi? Puisqu'il a été fossilisé dans ses comportements animaliers, ceux-là même qui font que lui, comme vous l'avez vu dans certains documentaires faits par des Français, se pavane en voiture 4x4 à Libreville en disant « Ouais, j'aime conduire parce que ça me relaxe ». Mais pendant qu'il conduit, c'est la poussière qu'il envoie dans les narines de ses compatriotes. Pendant que lui circule dans de grosses voitures, son peuple, lui, il le voit souffrir pendant qu'il passe. Mais ça ne le gêne pas. Et pourtant, voilà un homme qui voyage, qui va à l'étranger, qui voit comment d'autres pays sont organisés, comment d'autres régimes, d'autres présidents, d'autres leaders servent leur peuple, apportent la fierté à leur nation. Lui, comme un animal, voilà. Oui, j'aime conduire parce que ça me relaxe, ça me relaxe. Oui, toi tu te relaxes, mais les autres, les Gabonais qui meurent tristes là, qui meurent là, qui meurent dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas de médicaments, qui marchent à pied parce que dans notre Gabon, il n'y a même pas de système de transport public qui puisse satisfaire au moins les déplacements des Gabonais dans les centres urbains principaux, Libreville, Port-Gentil, Oyem, Franceville, Mouila. Ouais, j'aime conduire parce que ça me relaxe. Mais, et la misère alentour, qu'est-ce que vous en faites, mon Dieu? Ça vous choque pas? Vous faites des voyages à l'étranger, quand vous revenez chez vous, c'est la misère qui vous frappe en premier. Mais pour vous, ouais, j'aime conduire en voiture, ça me relaxe. Mais combien de Gabonais peuvent s'offrir ce luxe-là? Ceux qui voyagent pour aller à l'intérieur, vous avez vu les routes du Gabon? Vous avez vu les bourbiers? Vous avez vu des ponts qui s'écroulent et qui parfois coupent des localités pendant une semaine, un mois de toute circulation? Et vous vous pavanez. Oui, moi ça me relaxe. Dans des grosses voitures, dans lesquelles finalement, vous investissez. On dirait le patrimoine national, mais à des fins
de jouissance personnelle. Moi, ça m'incommode. Donc, rien de bon ne peut se passer au Gabon tant que les Bongos sont au pouvoir. Et puisqu'Ali Bongo a passé toute sa vie sous les jupettes de son papa, sous les jupettes de papa, eh bien, il ne peut rien de bon non plus. Il a été conditionné, fossilisé dans ses habitudes bongoïstes, ses manières de gérer, qui sont finalement des manières familiales, claniques, et donc des manières totalement antinomiques, contradictoires, de cet esprit, de cette exigence de modernité et de modernisation qui, techniquement, devrait s'imposer à des gens capables de lire dans le moment, dans le siècle dans lequel nous sommes, et d'offrir à leurs concitoyens une vision de développement, d'accomplissement national, à même de résorber les misères, le chômage, les contradictions qui font que dans un pays comme le Gabon, réputé riche, on retrouve des misères comparables à celles qu'on trouve dans les pays les plus pauvres d'Afrique. Donc cette maxime des Bongo est très importante à retenir et j'appelle chacun à intégrer cela dans son analyse, dans son approche de ce combat que nous voulons gagnant. J'ai également dit que le Gabon ne changera pas par la bonne volonté des Bongo. Cela a également été confirmé par l'histoire. Ce manque de bonne volonté s'est vu en 2009 quand Ali Bongo a décidé de remplacer son papa suite à une élection évidemment frauduleuse. Il aurait pu montrer de la bonne volonté à ce niveau, il ne l'a pas fait. Pendant tout son premier mandat, il n'y a pas eu de bonne volonté, même ne fût-ce que de démocratisation, pour offrir aux Gabonais un système électoral, au moins à même de les mettre en confiance. Ce qu'il a fait, c'est plutôt corser encore un peu plus le régime, de manière à se garantir des victoires électorales que tout le monde sait auront toujours été des victoires volées. Elles le furent sous son père, elles le sont sous Ali Bongo. Et évidemment, la question de ces fameux dialogues qui ont finalement accouché d'une souris, eh bien, celle-là montre également que là où on aurait pu s'attendre à ce que le fils, étant donc légèrement plus moderne, ou plutôt un homme moderne par rapport à son père, eh bien, on a vu que même dans ce moment-là où Ali Bongo aurait pu dire, écoutez, je vais me distancer de l'héritage de mon papa, il a fait ce qu'il a pu, mais moi en tant que jeune, ayant vécu à l'étranger, en France, aux États-Unis, eh bien, moi je suis capable d'imaginer un nouveau Gabon qui sera le reflet des attentes de cette jeunesse dont on dit aujourd'hui que 30%, 35% chôment au Gabon. Mais non, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un homme se renfermer dans les pratiques d'un autre âge, montrant donc et prouvant donc finalement que ce Gabon ne changera pas non plus par la bonne volonté des Bongo. Et j'ai enfin conclu en troisième lieu que le Gabon ne changera pas par le miracle de Jésus-Christ et encore moins par la grâce de la Vierge Marie. La Vierge Marie ne descendra pas sur terre, n'ira pas au chevet d'Ali Bongo pour dire « Oh mon fils, ça suffit comme ça, il faut que tu t'en ailles ». Non, ça ne se passera pas. Et ça ne se passera pas non plus par la descente de Martiens sur terre. Non, chers compatriotes, le Gabon ne changera que parce que les Gabonais l'auront voulu et seront allés chercher dans la rue la dignité que les Bongos leur ont arrachée depuis maintenant une cinquantaine d'années.
Voilà, chers compatriotes, les paramètres inviolables, inévitables, qui aujourd'hui s'imposent à nous et que nous ne pouvons manquer d'intégrer dans les démarches qui nous soulèvent ou nous amènent quelque part à nous positionner dans ce pays comme des opposants recherchant des solutions radicales à la malédiction qui a frappé notre pays sous le règne des Bongos. Voilà les paramètres les plus essentiels qu'il nous faut intégrer dans les démarches que nous menons. Et donc sur la question des Bongos, vous aurez vu, par exemple, déjà, que les schèmes habituels qui ont souvent caractérisé ce régime sont là. C'est-à-dire que nous avons là en place un régime qui fait du théâtre, du cinéma, un régime cinéma, qui croit que en disant ceci ou cela, ben, il arrivera à convaincre les Gabonais sur le bien fondé des mesures qu'il prend, ou de la nature même rationnelle de ces mesures. Regardez ce qu'on a vécu. Voilà, on nous dit, tiens, voilà, il y a des effectifs pléthoriques dans l'administration publique. Et on nous dit, voilà, on va donner un exemple en prenant, en travaillant déjà au niveau de la présidence de la République, voilà. Mais le problème, c'est que on ne vous dit pas exactement déjà combien de postes il y a vraiment, mais on vous dit, voilà, on va en supprimer beaucoup, et on se demande finalement, c'est quoi la plus-value de cette action, puisque techniquement, il faut chiffrer ces démarches-là. Vous ne pouvez pas nous dire, on va supprimer tel nombre de postes, et ne pas donner une valeur monétaire. Il faut nous dire, voilà ce qu'a été le budget de la présidence de la République quand on avait tel effectif. Et en supprimant tel nombre de personnes, on récupère tel nombre de milliards qui vont être versés dans tel ou tel domaine de la gestion publique. Ça, on ne vous dira pas ça. Mais on vous fera croire que oui, on a supprimé ceci, on a supprimé cela. Et comme il n'y a aucun organe pour vérifier que ces éléments, ces choses seraient en réalité faites, eh bien, ça devient simplement ce qu'on appelle de la poudre aux yeux, comme d'habitude. C'est comme lors de ce fameux conseil de ministres du 21 juin. Qu'est-ce qu'on a vu lors de ce fameux conseil? On lui dit, voilà, par exemple, dans le cadre des dépenses à caractère social, il y a eu, par exemple, 333 milliards à peu près de dépenses de transfert. Mais bizarrement, on vous cite quelques chiffres voilà, sur ce qui a été dépensé dans ce domaine, n'est-ce pas? On vous parlera de la CNAM-GS, on vous parlera de tel ou tel truc, mais bizarrement, vous vous rendez compte que ce qu'ils ont aligné dans leur fameux Conseil des ministres ne rend compte en réalité que de 40 milliards. Et pourtant, ils vous ont dit qu'il y a 333 milliards qui ont été investis dans ces dépenses à caractère social. Mais on ne vous citera que, en réalité, 40 milliards. Repartez dans le fameux Conseil des ministres, le communiqué, vous verrez que, en réalité, dans ce qu'ils ont appelé les dépenses de transfert, c'est-à-dire ces dépenses à caractère social, ils ont mentionné à peu près 332,9, donc 333 milliards de francs CFA. Mais non, en fait, c'était que 40 milliards réellement qu'ils ont pu chiffrer. Mais seulement on se dit, mais où sont passés finalement les autres 290 milliards? Une grosse somme dont on ne dit pas en réalité la destination. Et voilà comment, au Gabon, on nous verse la poudre aux yeux. On croit que les Gabonais ne voient pas ce cinéma-là. Et pour le fonds routier, qu'est-ce qu'on lui dit? Oh, 5,5 milliards de francs CFA. Une misère pour les besoins routiers du Gabon. C'est quoi 5,5 milliards réservés au fonds routier? Donc vous voyez que chez les Bongos, on n'aime pas chiffrer les choses. On n'aime pas vous donner le coût des choses.
On vous fait du cinéma sur des mesures, mais par la suite, on se rend compte que c'est de la manipulation, parce qu'en réalité, on continue à s'abreuver du sang du peuple gabonais, dont on se moque finalement. On a fait semblant de se débarrasser d'Akombessi. Mais bizarrement, 2 ans plus tard, on nous dit qu'Akombessi est revenu comme avant. Encore une fois, de la poudre aux yeux. Et quand on parle d'austérité, quand même, chers amis, ne faut-il pas donner soi-même un minimum d'exemples? Regardez, voilà un homme qui, sachant très bien que les Gabonais n'avaient aucune équipe dans la Coupe du Monde, se risque quand même à aller en Russie, dépenser en fait de l'argent qu'il aurait déjà pu économiser en montrant qu'écoutez, j'aime le foot, mais comme nous sommes en période d'austérité, moi, Ali Bongo, je ne peux pas aller dépenser de l'argent des Gabonais, aller perdre des centaines de millions de francs CFA, alors que les hôpitaux du Gabon manquent de médicaments. Ça n'a aucun sens. Hein? Et voilà que nous découvrons voilà, des vice-présidents de la République qui vont dépenser pratiquement 700 millions de francs CFA dans des voitures de luxe, alors même que dans le même temps, on dit aux Gabonais de se serrer la ceinture. Vous comprenez donc, chers compatriotes, que devant cette réalité de la fossilisation de ces mauvaises habitudes bongoïstes, les Bongos ne sont plus en mesure de répondre aux attentes des Gabonais. Et quand on vous dit, par exemple, vous avez vu en 2007, la fameuse Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, cette fameuse commission, bon, elle a sorti un premier rapport dans lequel elle dit bien, cette commission, que sur une période de 6 ans, donc entre 2006 et 2012, 2700 milliards de francs CFA se sont évaporés des coffres nationaux. 2700 milliards en 6 ans. Mon Dieu, tout cet argent aurait suffi pour faire les routes du Gabon, pour construire au Gabon des hôpitaux ultramodernes, construire des logements au Gabon, construire des écoles modernes. Le résultat est plutôt que, si seulement en 6 ans, nous parlons de pratiquement un budget entier annuel du Gabon s'évaporant dans la nature en 6 ans, mes chers compatriotes. Et ça, ce n'est que la partie, on allait dire, émergée de l'iceberg. Parce qu'en réalité, c'est ce que la commission a pu établir. Mais en réalité, il faut doubler ça, tripler cela. Parce qu'au Gabon, il y a un gaspillage énorme qui découle justement d'abord de ce besoin qu'a le régime de corrompre pratiquement tout le monde pour pouvoir subsister, puisqu'il est incapable de tirer sa légitimité d'une élection, qu'elle soit législative ou présidentielle. Il faut donc corrompre tout le monde. Et comme ils se servent de l'argent du Gabon pour corrompre les personnes qui pourraient amener à l'écroulement du régime, tant dans le régime que dans l'opposition, puisque vous l'avez vu, la plupart des opposants qui auraient pu, à un moment ou à un autre, poser de vrais problèmes à ce régime, ont souvent fini corrompus, réduisant donc généralement à néant les efforts de changement radical que les Gabonais ont souvent entrepris, mais efforts qui ont souvent malheureusement été et conduits par des leaders souvent anciens pédégistes, qui sont souvent venus faire leur cinéma au sein de l'opposition, amenant tout simplement le pays à accompagner le régime plutôt qu'à rechercher sa chute. Et c'est là en fait que se trouve le mal du Gabon. Et il est clair que si les Gabonais aujourd'hui continuent à faire confiance à ces anciens pédégistes de l'opposition, on n'aura jamais le changement que nous souhaitons au Gabon. Le cas le plus flagrant est par exemple celui de Zouba. Vous avez vu que Zouba a démissionné avec grand fracas.
de la présidence de l'Assemblée nationale. Mais ce qui m'a épaté, c'est que même pas une année d'opposition plus tard, Zouba n'a même pas fait une année d'opposition, qu'il commençait déjà à appeler les Gabonais à dialoguer avec Ali Bongo. Alors, le fracas avec lequel il avait démissionné, jetant Ali Bongo au loup, déclarant, on allait dire, l'impossibilité finalement de travailler avec Ali Bongo. Mais tout cela, en moins d'une année, a été oublié. Et voilà Zouba qui appelait déjà les Gabonais à dialoguer avec Ali Bongo. Alors on a envie de se poser la question, mais pourquoi a-t-il quitté Ali Bongo si, moins d'un an plus tard, il revenait à la case départ en appelant les Gabonais à repartir dialoguer avec Ali Bongo. Et vous voyez, à un moment, nous devons être capables, chers compatriotes, d'analyser froidement les intentions des uns et des autres, parce que ça, c'est un peu ce qui fait la méfiance des Gabonais. On a presque l'impression qu'en réalité, c'était une entente par laquelle il fallait que Zouba démissionne de l'Assemblée pour venir faire son travail dans l'opposition, le travail qui consistait simplement à entraîner les Gabonais vers des voies de garage, c'est-à-dire ces voies de garage par lesquelles on empêchait finalement l'insurrection d'arriver au Gabon. Parce que ces anciens pédégistes, il faudra faire attention. Je reviendrai là-dessus un jour. Il faudra quand même faire attention. Parce qu'il me semble que oui, on est souvent content de les voir démissionner, venir dans l'opposition, mais moi j'ai toujours considéré qu'en réalité, ces démissions ont souvent eu pour but réel de venir noyer l'opposition dans un océan de pédégisme qui ne garantissait jamais que ces gens seraient capables d'aller au bout de cette logique d'opposition radicale qu'ils avaient tous à la bouche, mais qui ne voyaient jamais le jour en pratique. Parce qu'en réalité, une fois qu'ils ont créé ces fameuses coalitions, fourre-tout, on a souvent, en réalité, dans ces coalitions, la recette du blocage. Et posez-vous donc les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que malgré ces fameuses unités qu'on nous a vantées, on n'est jamais abouti à une organisation oppositionnelle suffisamment forte pour démonter le régime des Bongo. Et pourtant, tout y était, le peuple a été, surtout après 2016, enfin, ou en 2016, le peuple était là, était prêt à répondre à des appels clairs. Mais des appels clairs qui ne sont jamais venus. Jamais. Attention, il faut vous interroger. Ces appels flous, où on dit que chacun prenne ses responsabilités, ça veut dire quoi? Quand on veut évincer un régime, la clarté du discours est très importante. On ne peut pas faire parler au peuple par devinette. Ce n'est pas un jeu de devinette. Le peuple n'est pas capable de lire la pensée de ses leaders. Les leaders ont besoin de déclarer clairement, avec des mots clairs, des mots d'ordre clairs, ce qu'ils attendent du peuple. Le peuple n'est pas un organe capable de penser par lui-même. C'est par les leaders que le peuple sait ce qu'on attend de lui. Et quand ces leaders s'enferment dans le mutisme, ils compromettent le combat de ce peuple-là. Et donc les anciens pédégistes qui démissionnent puis après demandent d'aller dialoguer, eh bien il faut se poser des questions. Est-ce qu'ils sont vraiment dans l'opposition pour aider le peuple à retrouver sa dignité? Ou est-ce qu'en fait ils sont tapis dans l'opposition pour empêcher toute démarche insurrectionnelle à même d'évincer le régime des Bongo? Ça, ce sont des questions sur lesquelles je reviendrai pour clarifier les positions des uns et des autres. Et voilà pourquoi je vous dis d'avance qu'il faut se méfier de ceux qui nous appellent de nouveau à aller aux élections. Mais bon sang, ça ne fait que 2 ans, 2 petites années, chers amis, qu'il y a eu la débâcle de 2016. Et alors même que le sang des Gabonais qui ont été tués ne s'est même pas encore asséché, alors même que le contentieux lui-même n'a pas été vidé, que la clarté n'a pas été faite.
sur les prisonniers politiques, les assassinats politiques. Et alors même que sous vos propres yeux, vous avez vu la fraude des Bongo à l'action, où on vous a arraché une victoire qui était pourtant évidente, que tout le monde avait pu voir sous ses yeux, mais que les Bongo ont quand même réussi à vous arracher, alors même que cette situation vous est encore, j'allais dire, présente dans l'esprit. Et voilà que on vous appelle de nouveau à aller à une autre élection, à un moment où le régime a resserré son appareil de fraude et se contentera justement de saupoudrer un peu en vous donnant peut-être 20 postes de députés, tout en se taillant la part du lion. Mais voilà que des gens viennent quand même encore vous dire « Oh, on peut gagner cette élection ». Mais dans quel pays? Vous venez de perdre une élection en 2016. Le contexte qui vous a fait perdre l'élection en 2016 n'a pas changé. Et vous nous dites que vous allez gagner les législatives. Dans quel pays? Dans quel monde? Est-ce que vous êtes sérieux? Non, chers compatriotes. Voilà pourquoi moi je dis que normalement, toute personne qui viendrait à vous, dans vos villages, dans vos maisons, dans vos quartiers, vous dire que ouais, on va aller aux législatives parce que nous pensons que nous pouvons les gagner, je vous dis, chers compatriotes, ceux-là, il faut leur donner des baffes, des coups de pied dans les fesses et les chasser de votre quartier, de votre village, parce que ces gens-là vous insultent. Dans quel pays? En 2016, on leur a arraché la fameuse victoire qui était évidente. Ali Bongo, entre-temps, a resserré totalement son appareil, son système de fraude, son appareil de fraude. Et ces mêmes personnes viennent aujourd'hui vous dire qu'ils peuvent, dans ce Gabon-là, dans le Gabon de 2018, remporter des législatives au Gabon. Des législatives qui, justement parce qu'elles sont plus décentralisées, donnent lieu, encore plus que les présidentielles, à des exactions encore plus fortes qu'aux présidentielles. Facilitent la corruption des uns et des autres pour établir le PDG comme le parti qui, une fois de plus, s'imposera à notre pays par la fraude. Je reviendrai là-dessus, chers compatriotes. Je n'ai pas fini de parler de ça. Je reviendrai là-dessus. Mais je ne laisserai personne continuer à tromper le peuple gabonais. S'il faut citer des noms, je les citerai. Mais je dis qu'aujourd'hui, les Gabonais doivent apprendre à écouter les gens et à établir les liens entre les choses. Vous ne pouvez pas avoir vécu 2016, vu la fraude électorale des Bongos sous vos yeux et vous dire que vous pouvez gagner l'élection législative en allant voter. Non, ce n'est pas possible. Chers compatriotes, non, ce n'est pas possible. Et en fin de compte, aller aux législatives alors qu'Ali Bongo est au pouvoir, c'est une manière simplement de consolider le régime d'Ali Bongo, de le valider. Et pour moi, il n'y a pas de différence entre, par exemple, un Moukani Ouangou entrant au gouvernement parce qu'il a été nommé ministre et ceux qui, dans l'opposition demain, recevront des postes qu'Ali Bongo leur permettra d'avoir par-ci, par-là, et donc vont se retrouver à l'Assemblée nationale. Tout ce qu'on va obtenir, c'est une validation du système Bongo et l'illusion que Ali Bongo veut justement semer, qui présenterait le Gabon comme un pays démocratique où des élections se tiennent, ouais, il y a quelques problèmes par-ci, par-là, mais bon, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Et voilà. Donc, toute participation, dans ce cas-là, consiste simplement à consolider le régime des Bongo. On ne va pas nous dire le contraire. C'est une question mathématique. Je mets au défi qui que ce soit de me prouver le contraire. Vous allez le voir. Quand cette élection va se tenir, Ali Bongo vous donnera peut-être 20 postes. Et même si vous vous amusez à vous donner 30, 40, le résultat final est quand même que le PDG, en maintenant sa majorité,
continuera à faire la pluie et le beau temps au Gabon. L'opposition continuera à gueuler, mais le résultat sera quoi? C'est seulement ceux qui auront été élus députés dans l'opposition qui vont profiter. En fait, ils seront à leur tour dans le système, à leur manière. Certains y entrent comme ministres, comme Moukani Iwango, d'autres y entrent comme députés pour aller faire le jeu. Mais pendant ce temps, pendant qu'ils font le jeu des bongos, ben, le peuple continue à mourir, à subir. Et ces réalités, chers compatriotes, demandent que nous fassions attention. Ces appels à l'élection législative, ce sont des appels simplement à se soumettre à l'hégémonie du PDG et au règne des bongos. Faites donc attention. Nous reviendrons de manière mieux articulée sur la question des législatives, mais je vous dis déjà qu'il n'y a aucune logique à participer 2 ans plus tard à une élection, alors que le système qui aurait pu vous garantir la victoire n'existe nulle part, que rien n'a été négocié dans le sens de la transparence, qu'aucune réforme digne de ce nom n'a été accomplie, que dans le même temps, vous avez toujours Madeleine Mburanso, président à la destinée d'une cour constitutionnelle, en tant que belle-mère d'Ali Bongo, donc une cour constitutionnelle familiale, qui n'est là que pour valider les victoires et les fraudes des Bongo, alors même qu'Ali Bongo s'est institué en monarque dans un pays qui était supposé être une république. Et vous voulez nous faire croire que, voilà, vous pourrez gagner cette législative. C'est ridicule. Je dis bien, dans les quartiers à Libreville, tout comme dans les villages, il faut chasser ces gens avec des coups de pied dans les fesses ou des jets de pierre. Chassez-les de vos quartiers parce qu'en réalité, ils vous insultent. S'ils veulent venir vous raconter des conneries du genre, on va gagner. Moi, je dis, techniquement, il faut être honnête. Si vous allez à l'élection pour manger, dites-le aux Gabonais. Ceux qui voudront vous élire pour aller manger pendant qu'eux meurent de faim sous les bongos pendant encore 20 ans, bon, s'ils veulent vous élire pour qu'ils continuent à souffrir pendant que vous mangez, bon, ben dites-leur au moins la vérité. Mais ne leur dites pas que vous allez aux élections parce que vous pensez pouvoir les gagner. Non, vous y allez parce que vous allez manger pour vous. Mais moi je dis, pendant que vous mangerez votre salaire, vous n'allez pas le partager avec les Gabonais. Vous le savez très bien. Les Gabonais continueront à mourir comme avant. Et la misère va continuer à s'accentuer. Pendant que vous mangerez avec les bongos. Pendant que vous accepterez des postes dans le gouvernement des bongos. Non, chers compatriotes, il faut être cohérent. C'est soit on est contre un régime comme celui des bongos et on cherche son évincement. Et cela veut dire l'isoler, ne pas y entrer, parce que y entrer, c'est l'aider à se consolider. Mais rester en dehors et se battre du dehors pour l'affaiblir, pour l'isoler. Et finalement, pour mener à son écroulement. C'est cela le combat d'une opposition réelle, radicale, qui comprend très bien qu'avec un régime comme celui des bongos, il n'y a pas d'autre solution. On ne gagnera rien par les urnes. Ce sera forcément par la rue qu'il faudra passer pour pouvoir en finir. Et voilà pourquoi, chers compatriotes, au moment où les syndicats s'organisent pour pouvoir donner un peu du ton et surtout revendiquer des droits qui leur reviennent de droit, il m'incombe aujourd'hui de m'insérer dans ce débat pour en réalité inviter les uns et les autres à la clarification de leur discours. Voyez-vous, chez nous au Gabon, je crois que l'un des principaux mots qui mine finalement toute action politique au Gabon, ou même associative ou syndicale, les mots essentiels sont qu'en réalité, les Gabonais aiment à se prélasser dans ce que j'appelle les fantasmes et les quiproquos.
Ces quiproquos-là surviennent souvent par soit des maladresses discursives, communicationnelles, ou alors ce que j'appellerais peut-être la volonté délibérée de certains de semer le trouble par des discours vagues, semer la confusion, pour que justement les Gabonais s'éparpillent dans leurs aspirations, ce qui consiste finalement à disperser les énergies, la pensée, et donc à rendre en fait désorganisé un combat qui aurait dû en réalité s'organiser autour de paramètres précis, d'idées précises, d'idéologies précises, de démarches précises, mais qui ont souvent manqué, comme par hasard, à des gens que nous savons capables de pensées sophistiquées. Donc tout ce que même je dis souvent, il ne faut pas être sorcier pour savoir que pour réussir à évincer un régime qui ne vous donne pas la possibilité de vous affirmer, d'affirmer la volonté du peuple par le jeu des urnes, la seule manière d'évincer un tel régime consiste à simplement organiser le peuple pour des mouvements de rue capables d'amener à la chute d'un tel régime. Mais vous trouverez que dans le discours politique de nos leaders, de vos leaders, des gens qui disent vous diriger, qu'il y a souvent un tel flou qu'en fin de compte, tout le monde finit par s'y perdre. Et ce que j'ai remarqué, c'est que par ce manque de clarté du discours, le manque de mots d'ordre précis, les leaders disent des choses tellement vagues que ces choses donnent lieu à 1000 interprétations. Donc pour 1000 Gabonais qui écoutent le même discours, ils auront 1000 interprétations différentes parce que dans la substance même qui leur est livrée dans ces discours, on trouve toujours de la confusion, du vague. Des choses qui, en fin de compte, cultivent une culture du fantasme politique par laquelle les Gabonais se mettent à interpréter comme ils le veulent le discours des gens, donnant même à ces leaders des intentions qui n'ont jamais été exprimées dans leur discours. Et cela, à mon avis, a un effet démobilisateur, qui fait que quand on attend que le peuple se mobilise, par des discours vagues, on crée en fait l'effet contraire, c'est-à-dire qu'on disperse le potentiel insurrectionnel de ce peuple. Parce que chacun se mettra à interpréter les discours à sa manière. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui dire, chers compatriotes, c'est que nous devons simplement essayer d'exiger de nos leaders des discours clairs qui ne laissent la place à aucune ambiguïté. Dire à des peuples que bon, comme on veut enlever Ali Bongo, voilà, chacun doit prendre ses responsabilités. Bon, ça veut dire quoi concrètement? Chacun doit prendre ses responsabilités. Ce n'est pas cela le discours d'un leader. Parce que le peuple, dans sa substance, ne peut pas savoir quoi faire. Il faut l'aiguillonner, lui donner des idées, lui donner la manière de s'organiser. En fait, l'organiser quand on veut atteindre un but. Mais on ne peut pas attendre d'un peuple qu'il devine lui-même la voie à suivre. Ça sera tellement désordonné qu'à la fin, ça va échouer. Parce qu'il n'y a pas de fil, il n'y a aucun fil conducteur dans la démarche. C'est ce qu'on appelle la désorganisation, le chaos. Or, un combat qui se veut gagnant doit être un combat organisé. Il faut l'organiser, mais ce combat ne peut être organisé qu'autour d'idées claires. Et voilà comment il faut parfois faire preuve d'esprit de recul, c'est-à-dire explorer un peu l'histoire pour comprendre. Par exemple, ce qui a fait peut-être qu'en 2016, malgré quand même cette évidence de victoire dans les urnes, ces coalitions qui se disaient unifiées, unies, n'est pas pu quelque part s'organiser pour
amené à la chute du régime. Il me semble que si nous avons, par exemple, dans l'opposition, un bloc unifié, ce bloc devrait devenir automatiquement un bloc agissant. Mais comment se fait-il que, malgré cette unité, ce bloc, qui se disait uni, ne se soit quand même pas mobilisé, ne se soit quand même pas organisé pour causer la chute, assez facile d'ailleurs, du régime des Bongo. Parce que dans un contexte où le peuple était avec son leadership, était prêt à suivre des mots d'ordre clairs, on s'étonne qu'aujourd'hui nous parlions encore d'un Ali Bongo ayant passé déjà 2 ans au pouvoir sur la base d'une élection volée. Cela me rend un peu confus. Je n'arrive pas encore à comprendre comment on peut arracher la victoire à un peuple, ou plutôt j'allais dire, à un groupe d'hommes et de femmes qui disent avoir été élus par le peuple. Moi, tout ce que je sais, c'est que moi, Daniel Menga, si on m'avait dit que j'avais participé à une élection présidentielle et qu'on me disait que j'avais gagné parce que, au constat justement de tout le monde, que ça soit l'Union européenne ou les Gabonais eux-mêmes, moi, Daniel Menga, devant cette réalité, devant la réalité du vote sacré des Gabonais, quand on me dirait que j'ai gagné cette élection, je ne vois pas dans quelle cave Ali Bongo irait se cacher, sincèrement. Ce jour-là, le jour où Ali Bongo ouvre la bouche pour dire qu'il a gagné, pour me soutirer le vote sacré que les Gabonais m'ont accordé, la confiance que les Gabonais m'ont accordée, et moi, je recroquevillerais dans ce silence, ce mutisme qui signifierait pratiquement un abandon de combat. Moi, Daniel Mengara, mais non. C'est dans la semaine qui a suivi l'élection que Ali Bongo aurait senti ce que c'est qu'un homme. Moi, Daniel Mengara, je ne me serais jamais laissé voler ma victoire. Jamais. Donc, c'est ce petit mystère, chers compagnons, on y reviendra, mais ça doit nous pousser à réfléchir un peu plus. Et cette réflexion est essentielle. Il y a certainement, je le dis, un degré de duplicité qui n'a pas encore dit son nom. On le verra dans les temps qui viennent. Il faut voir dans ces échecs presque voulus, dans ces revendications cul-de-sac, hein, dans ces voies de garage dans lesquelles on semble souvent entraîner les Gabonais, dans lesquelles on semble souvent aller détruire les élans insurrectionnels qui auraient pu mobiliser le peuple. Ces voies de garage-là, on en reparlera. Mais il faut parfois voir dans ces échecs presque voulus, presque volontaires, des réalités qui peut-être devraient vous interpeller. Comment se fait-il que devant l'évidence de 2016, on nous dise 2 ans plus tard qu'Ali Bongo est encore au pouvoir? Ça, c'est une question fondamentale. Posez-vous cette question. Comment se fait-il que ceux qui vous ont dit qu'ils ont gagné se soient terrés dans un mutisme inexplicable et aient laissé, comme pour gagner du temps, 2 années passées, bientôt il y en aura 3. Et bientôt, cette fameuse affaire sera totalement oubliée. Comment se fait-il qu'on ait pu abandonner sa victoire aussi facilement à un régime que même l'Union européenne a refusé pas de reconnaître, mais dont la victoire a été quand même remise en cause. Cette même Union européenne qui, si vous vous rappelez du fameux reportage qui avait été fait, hein, par lequel on avait révélé qu'Ali Bongo avait enregistré justement les conversations téléphoniques des représentants de l'Union européenne au Gabon. Vous vous souviendrez que dans l'un des enregistrements qui avait été publié dans les réseaux sociaux, l'un des représentants de l'Union européenne s'attendait à du grabuge. Il disait, mais vu les fraudes
que le régime est en train d'organiser là, je ne suis pas sûr que l'opposition gabonaise va accepter ça. Donc, en le disant, ce gars sentait déjà que l'opposition gabonaise allait s'organiser pour un combat qui allait amener une situation de grabuge au Gabon. Donc, vous voyez, l'Union européenne attendait en réalité des actions qui l'auraient conforté dans sa position. Mais ils se sont étonnés de ne voir rien venir de la part de l'opposition. Attention, ce sont des petites choses qu'il faut parfois analyser. Comment se fait-il que quand tout était favorable, les résultats étaient évidents? L'Union européenne a hésité à reconnaître et en fait n'a jamais reconnu la victoire d'Ali Bongo. Mais comment se fait-il que malgré ces éléments ultra favorables, on vous a dit qu'on va d'abord aller à la CENAP, et ensuite on a décidé d'aller à la Cour constitutionnelle, et ensuite on a perdu du temps, et on a attendu, et voilà, et patati patata, et 2 ans plus tard, c'est le silence le plus total. Posez-vous la question, comment est-ce possible que ce groupe qui se disait unifié, uni, qu'on nous a vanté, candidature unique, tout ça, machin, comment ça se fait que 2 ans plus tard, Ali Bongo soit toujours au pouvoir? Posez-vous ces questions-là. Je ne vais pas y répondre aujourd'hui. Ma rentrée politique vous en dira un peu plus. Mais j'invite les Gabonais à se poser des questions. D'où mon discours vis-à-vis des syndicats. Chers compatriotes, chers syndicalistes, mes chers frères, j'ai envie de dire que c'est d'abord un drame. Parce que dans un pays qui se respecte, ce que vous faites là ne devrait pas être en réalité votre responsabilité. Techniquement, c'est l'opposition politique qui devrait en réalité porter le maillot de ce combat-là. Les syndicats, généralement, viennent en support, en appui des actions politiques, des initiatives politiques, surtout quand celles-ci se veulent libératrices. Quand les syndicats se substituent aux partis politiques, aux groupes politiques, pour mener le combat que ces groupes politiques auraient dû mener, il faut conclure à la banqueroute de la classe politique nationale, il faut conclure à l'abandon de la classe politique nationale, et parfois, j'ai même envie de dire, il faut conclure à la complicité de la classe politique nationale avec le régime que cette classe prétend combattre. Surtout, quand vous voyez cette même classe politique, tout d'un coup se dire qu'elle va à une élection que nous savons tous perdue d'avance, mais sur laquelle ils mentent quand même au peuple gabonais pour leur faire croire qu'une victoire est possible, 2 ans seulement après qu'ils ont subi la première. Cette incohérence n'a aucun sens pour des hommes avec le cerveau bien implanté dans le crâne. C'est une incohérence insupportable. La logique souffre face à cette réalité politique nationale. Donc ce n'est pas techniquement votre responsabilité, mais comme c'est le combat que vous avez choisi, j'aimerais simplement vous convier, vous aussi, un peu comme je l'ai fait avec les hommes politiques, à clarifier votre discours. Ceci est important, hein, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes, parce que regardez bien ce qui se passe de par le monde. Hein. Vous verrez que le Gabon est presque une copie conforme de ce qui s'est passé récemment en Haïti. Au Gabon, on a augmenté le coût du prix du pétrole, hein, donc de l'essence, du pétrole lampant et pas mal d'autres, dont le gaz. Ces choses qui sont essentielles à la survie économique du pays, ben, il y a eu une augmentation qui chez nous est quasiment passée inaperçue. Bon, les gens ont boudé par-ci par-là, mais bon, les gens ont accepté. Mais vous remarquerez qu'en Haïti, le gouvernement là-bas a voulu augmenter le prix du carburant et tout ça. Mais les Haïtiens se sont allés automatiquement dans les rues et cela a mené même à la démission du Premier ministre. Ils ont en réalité chassé le Premier ministre du pouvoir
pour avoir osé vouloir augmenter le prix de l'essence. Donc, les Haïtiens, devant une situation quasi similaire, étaient dans les rues immédiatement, et ça a mené à la chute d'un Premier ministre. Au Gabon, on a laissé passer. Évidemment, je ne faute jamais les Gabonais, parce que vous voyez, le peuple gabonais, moi j'estime qu'il a toujours été prêt, donc je ne reprocherai jamais rien à ce peuple. Mais pour qu'un peuple se mobilise, il faut quand même un leadership conséquent. Or, devant la démission collective de la classe politique nationale, vous voulez que notre peuple fasse quoi? Les mouvements, on va dire, qui sont des mouvements populaires, voilà, qui surviennent par hasard, hein, bon, ça peut se passer, mais devant l'absence d'un leadership capable de canaliser cette énergie vers des actions encore plus insurrectionnelles. Devant cette absence, même si au Gabon le peuple s'était soulevé, je suis sûr que les hommes politiques auraient dit « Oh, laissons, il faut la paix, machin ». Et c'est comme ça qu'au Gabon, nous, on a tendance à tuer même les tendances insurrectionnelles qui seraient venues d'actions presque spontanées de notre peuple. Ça, c'est une réalité que nous vivons depuis l'époque de Mbabosso, en 1990, 91, 93. Et ça a toujours été comme cela. C'est toujours la classe politique nationale qui a plutôt calmé le jeu, et un peu comme on a aussi vu en 2016, parce qu'il faut le dire, en 2016, devant la soif dans les coudes du peuple, la classe politique a calmé le jeu parce qu'on avait semé dans la tête du peuple l'illusion selon laquelle les carnets d'adresse allaient agir, ou il ne faut pas faire ça parce que l'Union européenne, alors que l'Union européenne attendait justement le prétexte d'une action insurrectionnelle au Gabon qui leur aurait permis d'appuyer l'action d'opposition. On y a renoncé par je ne sais quel fantasme, parce que les gens ont continué à croire que l'Union européenne viendrait quasiment donner la victoire sur un plateau d'argent. Où? Dans quel monde? L'Union européenne, les États-Unis, en 2016, seraient venus en appui, mais n'auraient jamais dit à Ali Bongo de partir comme ça si l'opposition n'agissait pas dans ce sens-là. Oh, les gens se sont assis là attendant, voilà, les carnets d'adresse, enfin bon, voilà. Mais la situation est là. Donc ce que j'ai envie de dire, chers compatriotes, c'est que il est important pour ce que les syndicats sont en train de commencer, de clarifier le discours. Et ceci est important, pourquoi? Vous savez, au Gabon, nous avons aujourd'hui deux situations qu'il faut radicalement séparer pour que le Gabonais sache exactement où nous voulons aller. Les syndicats ont techniquement pour vocation de défendre les intérêts des travailleurs. Que ce soit dans l'administration publique ou dans le secteur privé, ces syndicats s'organisent généralement pour faire de l'État, du gouvernement, un partenaire avec lequel ils discutent. Hein. Donc, dans ce partenariat social, il y a l'importance de discuter pour arriver à des solutions qui arrangent le corps des travailleurs. Et quand, justement, il y a des mésententes ou des situations qui perdurent, les syndicats peuvent hausser le ton. Et donc amener à des situations de blocage qui, certainement, peuvent interpeller. Mais il faut quand même lire de manière un peu plus concrète dans les intentions qui, justement, inspirent ces démarches protestataires. Je ne vais pas dire insurrectionnel parce que dans le cadre insurrectionnel, nous avons la dimension politique. Mais dans le cadre que nous allons appeler protestataire, qui relève de l'action syndicale, il faut là aussi être capable de clarifier le discours pour qu'en fait, on ne se retrouve pas encore dans la situation de 2016 ou d'avant, hein, où les Gabonais, en écoutant les discours, et parce que les discours sont vagues, eh bien,
ils se mettent à interpréter les actions des leaders syndicaux comme des actions politiques qui viseraient à la chute du régime, quand peut-être ce n'est pas ça que les syndicats visent. Vous voyez? Je l'ai dit tout à l'heure que si les syndicats se substituent aux politiques pour faire ce que les hommes politiques auraient dû faire ou insuffler comme dynamique, nous avons déjà un problème. C'est-à-dire qu'il y a une banqueroute, un abandon, une situation presque inacceptable qui montre que la classe politique gabonaise n'existe plus ou n'existe pas ou qu'elle n'existe que de nom. Et quand les syndicats se substituent à cette classe politique-là, ou deviennent, on va dire, l'espoir d'un peuple, nous avons là une situation inédite, mais qu'il faut décortiquer et clarifier. Ce que j'ai envie de dire à nos amis syndicalistes, c'est que, en fait, il est essentiel aujourd'hui pour vous de clarifier votre discours et surtout votre intention. Parce qu'en réalité, dans l'action que vous menez, il y a deux formes d'interprétation, deux, qui peuvent en découler. Et moi, j'ai bien peur que si le discours n'est pas bien aiguisé, bien clarifié, les Gabonais ne vous prêtent des intentions que peut-être dans votre organisation, vous n'avez pas imaginé ou qui n'ont jamais été les vôtres. Et du coup, devant ce quiproquo, on va avoir des situations où certains s'attendaient à voir les syndicats devenir des mouvements politiques, des partis politiques visant à la libération du pays, alors que ce n'était peut-être pas leur intention. Et comme le pays n'est pas libéré et que le mouvement à un moment va s'étioler, eh ben, le peuple va encore être dessus pour dire « Oh, on nous a trahis », alors qu'en fait, les syndicalistes n'ont peut-être rien dit dans le sens politique, mais le peuple va interpréter vos actions comme des actions politiques visant à la chute du régime, alors que peut-être vos actions se limitaient à la simple protestation sectorielle, qui visait simplement à la satisfaction des besoins que vous exprimiez. Ce qui veut dire que si le régime trouvait les moyens de satisfaire ses besoins, les mouvements protestataires, syndicaux, mourraient dans le même temps. Parce que ce serait là la première visée des syndicats. La réponse immédiate à des préoccupations immédiates, mais qui ne sont pas forcément des préoccupations politiques. Donc, il est important pour nos amis syndicalistes, puisque nous savons que vous allez vous réunir le 2 août, donc jeudi, de tenir compte de certaines choses que je vais dire dans cette intervention. Si votre intention n'est que purement syndicale, ce qui suppose que si Ali Bongo demain vient vous dire « Écoutez, j'ai trouvé l'argent », donc voilà, et vous prouve par les faits que voilà, il a répondu à vos attentes, eh bien, nous pouvons deviner mathématiquement que la simple satisfaction, même ponctuelle, de ces revendications va mener à un essoufflement du mouvement syndical, ou plutôt même à son arrêt volontaire, du fait de la satisfaction de ces revendications. C'est un peu, techniquement, la première visée, ou la première démarche à laquelle on peut s'attendre. Le problème, c'est que devant le déficit de l'action politique, à proprement parler, vous êtes certainement dans une situation où le peuple, désespéré, va commencer à coller à votre démarche une intention politique. Et peut-être que dans vos propres discours, vous laissez parfois transparaître ces éléments politiques-là. Mais il faut faire attention. Parce que si le peuple se met à croire que les syndicats font ce qu'ils font aujourd'hui dans un sens politique, eh bien oui, vous allez devoir porter le manteau politique qui va vous éloigner de l'action syndicale pure. Et cela va vous mettre devant l'obligation d'aller au bout de la logique politique. Il faut bien étudier votre discours pour être sûr de la direction que vous voulez réellement emprunter. Laissez-moi clarifier un peu mieux ma pensée. Vous savez, il y a des mouvements syndicaux de par le monde qui ont contribué à la chute de régimes politiques. Vous vous souviendrez par exemple du mouvement Solidarité de Lech Wałęsa en Pologne. Voilà un mouvement syndical qui, finalement, s'est substitué à la dynamique politique pour amener
à la chute d'un régime. Nous voyons aussi que dans le cas de mouvements, par exemple, comme en Tunisie ou en Égypte, hein, l'action politique, certainement, avait été déclenchée, mais elle a été renforcée par la prise de position concrète des syndicats qui aussi se sont mêlés aux politiques pour renforcer une dynamique qui se voulait révolutionnaire. Et en Égypte, on s'est en fait rendu compte que si les syndicats ne s'étaient pas mêlés à ce combat, peut-être que la révolution égyptienne, hein, qui a fait partie de cette dynamique des printemps arabes, peut-être que cette révolution ne se serait pas passée du tout. Parce que quelque part, l'action politique à proprement parler aurait peut-être été insuffisante pour faire basculer les choses. Mais une fois que les syndicats, les banques et tout le monde s'étaient mêlés de cette insurrection égyptienne, eh bien, le régime de Moubarak s'est écroulé. Ça veut dire que les syndicats peuvent jouer un rôle d'appoint dans ce qu'on va appeler les mouvements révolutionnaires. Mais la question que moi je pose est, est-ce que le mouvement actuel que les syndicats gabonais entreprennent est un mouvement révolutionnaire ou un mouvement sectoriel? Parce que voyez-vous, il y a une différence. Un mouvement sectoriel se contente de revendications sectorielles, voilà. Et comme je l'ai dit, une fois satisfaite, ces mouvements s'arrêtent parce que c'était là le but visé. Et cette démarche consiste à dire, et là j'essaie d'accompagner votre pensée, ou plutôt de la clarifier, c'est-à-dire la démarche de politisation du discours impose qu'en fait les leaders syndicaux disent, écoutez, vu qu'au Gabon, et il faut être concret, depuis 50 ans, nous répétons les mêmes revendications, les mêmes grèves, parfois 2-3 fois par an. Et les choses ne changent jamais. Oui, parfois, ils satisfont nos revendications, mais 3 mois après, on revient toujours sur les mêmes problèmes. Et comme nous sommes fatigués de revenir, de négocier les mêmes problèmes qui ne sont jamais résolus et qui durent depuis toujours avec ce régime des Bongo, c'est qu'en fait, ce régime n'est pas à même de répondre aux attentes des Gabonais, n'est plus à même de répondre aux attentes des Gabonais, ne peut répondre de manière durable aux attentes des Gabonais. Et devant ce constat, nous ne demandons plus la simple revendication des éléments sectoriels qui ont inspiré notre démarche. Ce que nous demandons simplement, c'est aujourd'hui le départ pur et simple d'Ali Bongo. Vous comprenez la différence, mes chers compatriotes, comprenez la différence. La revendication sectorielle vous demande de simplement vous contenter de revendications sectorielles. Ça veut donc dire, oui, le gouvernement doit satisfaire nos revendications. S'il s'agit de salaire, les payer. S'il s'agit de résorber ou de renoncer à ces mesures d'austérité, ben y renoncer. S'il s'agit de augmenter telle ou telle prime, voilà. Et vous savez que oui, le mouvement peut perdurer, mais ce mouvement n'étant pas politique, il attend simplement que ces éléments soient satisfaits, et une fois que c'est satisfait, tout le monde repart au travail, et le régime des Bongo continue. Jusqu'à la prochaine grève dans 3 mois, jusqu'à la prochaine revendication dans 3 mois, et patati patata. Cette démarche demande un discours spécifique qui ne doit pas se mêler de discours politiques si votre intention n'est pas politique. Parce que le risque de l'amalgame des deux discours ferait que vous créiez des attentes politiques là où, en réalité, vous ne visiez que des éléments sectoriels. Et les Gabonais qui croiraient en ce discours politisé se mettraient encore une fois à fantasmer sur la possibilité des syndicats gabonais de libérer le pays. Et quand vous échoueriez dans cette démarche politique probablement improvisée, eh bien, on a encore une déception, des découragements qui vont même faire que demain, le jour où un vrai mouvement radical, révolutionnaire sera lancé, les Gabonais diront « Ouais, on a vu tout ça, on ne veut plus suivre ». Ils seront tellement démobilisés, tellement fatigués, tellement devenus méfiants qu'en fait,
Après les déceptions politiques, j'allais même dire associatives, après les déceptions ensuite politiques, et enfin les déceptions syndicales, il sera difficile de mobiliser ce peuple-là pour de réelles actions d'envergure le jour où peut-être des gens un peu mieux organisés vont se présenter à eux. Et bien on leur dira non. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On a vu ça en 2009, on a vu ça en 2016, on a vu ça en 2018. Vous venez encore nous dire les mêmes choses. Allez, passez votre chemin. On ne veut plus de ces gens-là qui viennent nous dire que voilà, ils veulent, voilà. Vous voyez? Donc, essayons peut-être pour une fois d'épargner à ce peuple ces fantasmes-là. Donc, si votre discours maintenant est réellement un discours qui se veut politique, vous êtes obligé de passer à l'étape qui dit en réalité qu'en fait, nous ne reprendrons pas le travail tant qu'Ali Bongo est encore au pouvoir. Vous comprenez là? Nous ne reprendrons pas le travail tant qu'Ali Bongo est au pouvoir. Parce que vous comprendrez que ce n'est que par là que votre action prend une dimension politique. Mais dès lors que vous faites cette démarche-là, chers amis, vous êtes obligés d'aller au bout et de ne plus reculer. Je vais élaborer, mais je dis que c'est ça la première réalité à laquelle vous faites face. Si vous intégrez dans votre démarche un discours politique, ça veut donc dire vous politisez votre action. Et politiser son action, c'est faire des revendications politiques. Ça veut donc dire qu'en fait, devant le blocage du pays qui dure, j'allais dire depuis que les Bongos sont au pouvoir, mais qui nous interpelle de manière un peu plus concrète depuis que on a raté notre conférence nationale. Hein, donc depuis 1990, donc nous parlons là de 28 ans, 28 années d'errement politique, d'errement économique à tous les niveaux. Ces mêmes grèves de 90 n'ont jamais mené à quoi que ce soit de concret. Aujourd'hui, vous êtes à tous les niveaux, que ce soit dans le privé ou le public, vous êtes confrontés aux mêmes réalités que les Gabonais. Des syndicats réclamaient déjà en 1990, en 1989. Ça n'a pas changé avec les Bongos. Ça ne change jamais. Du moins pas dans le sens positif. Donc si votre intention, chers compatriotes, est de politiser votre discours, vous êtes obligé d'inculquer, plutôt d'intégrer dans ce discours une dimension qui dit que la dynamique unitaire fait appel en fait à tous les syndicats du Gabon pour se mêler d'un vaste mouvement, pour se joindre à un vaste mouvement syndical. Évidemment, devant la défaillance des politiques, puisqu'on voit maintenant des hommes politiques vouloir même surfer sur votre mouvement, tout le monde dit vous soutenir, mais ceux qui avaient le pouvoir hier de mener les Gabonais dans un vrai mouvement insurrectionnel, ils ont démissionné de cette responsabilité-là, préférant se contenter de discours vagues qui ne menaient nulle part, et laissant les Gabonais dans l'embarras de ces appels qui leur disaient oh, chacun doit prendre ses responsabilités. Ça veut dire quoi? C'est soit on a gagné et on défend cette victoire, soit on considère qu'on abandonne la victoire à l'autre, voilà, et puis voilà, mais il ne faut pas jouer avec les mots. Mais vous, les syndicalistes, tirant leçon de cette réalité, vous avez aussi l'obligation quelque part de bien articuler votre intention. Parce que si vous ne le faites pas, ça va mener à des quiproquos et des fantasmes. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut épargner aux Gabonais ces fantasmes-là. Donc, si vous politisez, vous êtes obligé de mettre cette condition qui dit qu'en fait, vu que les problèmes du Gabon sont récurrents et n'ont jamais été solutionnés par les Bongos, nous n'acceptons plus de discuter. Nous rompons le dialogue. Donc, deuxième élément, vous rompez le dialogue. Ça veut donc dire, en fait, en termes concrets, vous demandez la démission immédiate d'Ali Bongo et de son système. Basta. Devant cette revendication politisée, vous êtes obligé de vous organiser pour cet objectif. Il ne suffit pas, évidemment, de le proclamer. Il faut maintenant s'organiser dans ce sens-là. Et en fait, une telle organisation n'est pas compliquée. Parce que vous allez voir qu'en fait, un mouvement syndical qui se politise a besoin de se doter
d'instruments populaires dont, on va dire, le premier jalon est celui du discours politique. Ce discours politique, comprenez-moi bien, vous avez énoncé clairement que le travail ne sera pas repris tant qu'Ali Bongo est au pouvoir. Le corollaire de cela est que Ali Bongo doit donc démissionner immédiatement, lui et son gouvernement. Mais la troisième chose, c'est donc d'organiser le peuple, les syndicalistes. En fait, tous les travailleurs autour de ces paramètres qui deviennent des paramètres idéologiques, qui disent clairement que le travail ne sera pas repris dans ce pays tant que les Bongos sont au pouvoir. Alors, cela vous impose automatiquement un ultimatum. Un ultimatum. Pourquoi? Parce que vous allez voir que l'ultimatum est un instrument important qui sert de moteur, j'allais dire, insurrectionnel. Ça veut dire en fait que, oui, vous allez devoir annoncer devant tout le pays que, à telle date, par exemple dans 2 semaines ou 3, tout le Gabon va cesser de travailler si les Bongos n'ont pas encore démissionné. Vous comprenez? Il y a une grande différence à ce niveau-là. Vous donnez un délai d'à peu près 2 à 3 semaines qui vous laisse le temps de mobiliser le peuple pour ce grand moment-là. Mais ce moment-là, cette date-là, doit être la date qui dit que tout le Gabon va cesser de travailler si Ali Bongo n'est pas parti du pouvoir à ce moment-là, à la date butoir. Ceci est important. Parce que ce peuple-là, si vous faites bien ce travail de communication, de mobilisation, il doit être capable de suivre ce mot d'ordre à la date butoir, à la date d'expiration de l'ultimatum. Donc vous donnez 3 semaines à Ali Bongo pour démissionner du pouvoir, lui et son gouvernement. 3 semaines. Parce que tout le monde sait qu'au bout des 3 semaines, ou des 2 semaines, ou même de la semaine, si vous décidez d'y aller plus vite, il suffit d'évaluer le temps qu'il vous faut pour vous organiser pendant que l'ultimatum arrive. La date butoir arrive. Si c'est 1 semaine, il faut aller vite et s'organiser pour la semaine. Si c'est 2 semaines, 3 semaines, il faut s'organiser dans cet espace-là pour que votre communication insiste que, à la date butoir, à l'expiration de l'ultimatum, tout le monde au Gabon doit cesser de travailler. C'est un mot d'ordre important. Parce que dans le privé, vous devez rallier les syndicats du privé pour qu'en fait, ils suivent le mot d'ordre. Il faut que tout le monde suive parce que c'est ce qu'on appelle une opération radicale. Tout le monde doit suivre pour que ça marche. Ça ne peut pas marcher si certains suivent et d'autres ne suivent pas. Il faut que tout le monde suive. Et les gens ne doivent pas avoir peur parce que nous parlons là en fait, d'une durée de 3 semaines qui peut amener ce pays-là à se libérer. Et en fait, si l'ultimatum arrive et tout le monde arrête de travailler, c'est très peu de souffrance, chers amis, parce que vous allez voir que 2 semaines après, ce régime va tomber si tout le monde suit ce mouvement-là. Donc déjà à ce niveau-là, le simple arrêt de travail, tant dans le privé que dans le public, peut être le coup de grâce qui peut amener à l'écroulement de ce régime. Et ça peut prendre, comme au Burkina Faso, 2 semaines, 1 semaine au maximum, si tout est bien organisé. Mais, il faut aller plus loin. Comment associer le peuple à cette démarche-là? Là aussi, c'est simple, parce qu'il s'agit de parler concrètement au peuple et leur dire une vérité. Vous savez, quand on fait des révolutions dans un pays, tout le monde n'a pas la même forme de courage. Parce que j'entends souvent les Gabonais dire « Oh, voilà, vous voulez l'insurrection, vous allez envoyer les enfants des autres dans les rues. » Mais c'est parce que ceux-là qui disent cela ne comprennent pas ce qu'on appelle l'insurrection. L'insurrection, chers amis, est d'abord, avant tout, un état d'esprit. L'insurrection n'est pas une action suicidaire, c'est d'abord un état d'esprit qui consiste à dire « Je refuse d'obéir désormais au régime qui me tue à petit feu. » Cet acte de refus est la première condition de l'insurrection. C'est-à-dire que c'est un acte mental. Mais cet acte mental est aussi simple que de dire, puisque ce régime me tue, je ne vais pas travailler parce que je refuse de continuer à donner de ma sueur et de mon sang pour nourrir Ali Bongo. Parce que moi, quand je travaille, je me tue.
Lui, il amène des mesures d'austérité qui m'appauvrissent, alors que lui, il continue à aller en France, il participe il va à des Coupes du Monde où il va perdre des millions. Hein, son vice-président dépense presque 1 milliard pour acheter des voitures de luxe. Donc, eux, ils continuent leur train de vie et c'est nous, le petit peuple, qui doit souffrir. Non, vous comprenez? Donc, cet acte insurrectionnel est d'abord un acte mental. C'est ce qu'on appelle, en réalité, dans les pays qui ont vécu l'histoire des révolutions, la désobéissance civile. La désobéissance civile est le premier maillon de l'insurrection. C'est-à-dire, chacun dit, je n'obéis plus à ce régime. Et dans l'acte de désobéissance se trouve l'élément travail. Je refuse de travailler pour ce régime. Je ne reprends le travail qu'une fois que ce régime se sera écroulé. Voilà les paramètres les plus importants qui dénotent d'une démarche insurrectionnelle et qui l'inspirent. Et les mouvements syndicaux sont en réalité le coup fatal généralement, le coup de grâce, parce que dans le cas du Gabon, un Gabon qui passerait 2 semaines, 3 semaines, 1 mois sans travailler mènera forcément à l'écroulement de ce régime, je vous le garantis. Les syndicats, oui, peuvent libérer le Gabon, mais pourvu qu'on y mette de la méthode et de la démarche, et surtout la volonté de perdurer dans le temps, 1 mois, 2 mois s'il le faut, mais à la fin, le régime des Bongos s'écroulera. Et ça veut dire parler au peuple pour leur dire, écoutez, n'ayez crainte, parce qu'en réalité, ce qu'on vous demande n'est pas nécessairement d'aller vous exposer au bal du régime. Oui, s'il se trouve des jeunes au Gabon qui, eux, ont le courage d'aller dans les rues pour accompagner ce mouvement par des actions de rue, ils doivent se sentir libres de le faire. Personne ne les y appelle, mais ils doivent se sentir libres de le faire parce que eux, ils ont une autre forme de courage qui est de dire, moi je m'en fous, je vais dans la rue, c'est une décision que je prends en âme et conscience parce que je ne peux plus supporter ce régime. Moi je vais dans les rues, même si mes parents m'interdisent d'y aller, j'y vais quand même si ceux-là ne vont pas, j'y vais quand même. Ça, c'est une forme de courage. Ceux qui peuvent le faire doivent être libres de le faire. Ceux qui ont le courage d'aller dans les rues doivent être libres de le faire. Mais il faut aussi dire aux autres qui, eux, n'ont pas le courage d'aller s'exposer au bal. Il faut leur dire que s'ils n'ont pas le courage d'aller comme les autres s'exposer au bal, qu'ils aient au moins le courage de rester à la maison. Vous voyez-vous? Tous les Gabonais peuvent même décider que bon, personne n'ira dans les rues, mais on va tous rester à la maison. On va tous avoir le courage de rester à la maison. Écoutez-moi bien, si vous n'avez pas le courage d'aller dans la rue, ayez le courage au moins de rester à la maison. Bongo n'a pas d'armée suffisante pour venir vous sortir de vos cabanons, de vos bidonvilles, dans lesquels on croupit dans la misère avec les rats et les moustiques. Ils n'ont pas la possibilité d'aller vous chercher dans vos maisons. Donc, vous restez chez vous et vous causez la chute du régime parce que vous avez posé un seul acte, l'acte de refuser d'aller travailler. Comprenez-moi bien. Ceci est important. Donc, vous voyez, on a déjà parlé là d'au moins 3 à 4 jalons. C'est-à-dire, premier jalon, discursif. Les syndicats disent totalement, radicalement que ils ne reprendront pas le travail tant qu'Ali Bongo sera au pouvoir. Deuxièmement, ça veut donc dire, en d'autres termes, qu'ils demandent la démission immédiate d'Ali Bongo. Troisièmement, ils posent un ultimatum avec une date butoir qui doit déclencher dans tout le Gabon un mouvement de pays morts qui dit personne n'ira plus travailler tant que les Bongos sont au pouvoir. Et que la seule manière pour les Gabonais de revenir travailler, c'est avec simplement le départ des Bongos. Quatrième démarche, donc suite à l'ultimatum, c'est de préparer la date butoir, l'expiration, en parlant au peuple, en leur demandant simplement à ceux qui ont le courage d'aller dans les rues, de se préparer à y aller, à l'expiration de l'ultimatum, mais à ceux qui n'ont pas ce courage, d'avoir le courage de rester à la maison. 2 formes de courage, mais qui ont en réalité le même effet. Donc ceux qui ne veulent pas s'exposer au bal, puisque personne ne doit s'y sentir obligé, restent à la maison.
Ça veut donc dire, vous avez à la maison votre papa qui veut aller travailler, vous dites non, papa, tu restes à la maison. S'il faut l'attraper, l'attacher à la chaise, tu ne bouges pas, papa. Tu ne vas pas travailler. Si c'est la femme, non, maman. On ferme la porte, tu ne vas nulle part, tu restes à la maison. Personne ne va travailler. Donc, si on n'a pas le courage d'aller dans la rue, s'exposer aux balles ou aux matraques ou au gaz lacrymogène, ayez au moins le courage de rester à la maison. Le résultat sera le même. Le régime s'écroulera. Mais il y a une cinquième dimension qui est peut-être gênante, mais qui demande aussi que, vous savez, quand on proclame une ville morte, une grève générale, il faut parfois aussi s'organiser pour l'imposer. Parfois, la parole simple ne suffit pas. Or, une économie comme le Gabon dépend principalement d'une chose, et surtout quand vous voulez ce que vous appelez l'opération ville morte ou pays mort. Ça veut dire que la circulation doit cesser. Les taxis ne doivent plus circuler, les voitures ne doivent plus circuler, on doit sentir un pays mort. Ça veut donc dire que dans vos mots d'ordre, vous devrez avoir probablement le courage, je ne dis pas de le faire, mais je vous donne une idée qui est obligatoire quand on veut alimenter un mouvement insurrectionnel. Ça veut dire qu'en réalité, quand on dit opération pays mort, il faut l'imposer parfois par des actes qui visent justement à faire que les gens se sentent interpellés. Ça veut donc dire quoi? S'il faut dire aux jeunes dans les quartiers qu'en fait, nous, en tant que syndicats et tous ceux qui se sont joints à la lutte, on a décidé que personne ne doit circuler à Libreville à partir de cette date. Aucun taxi, aucune voiture. Ça veut donc dire que ceux qui vont circuler sont en train de vouloir détruire le mouvement. Il doit y avoir des conséquences pour cela. Vous pouvez dire aux jeunes simplement de ne pas quitter leur quartier, de ne pas aller dans les rues faire du dehors, mais de simplement être au bord de leur rue pour jeter des pierres sur les taxis et les voitures qui vont passer. Ça veut donc dire que la personne qui veut protéger sa voiture doit la garer. Et pour ça, il faut une discipline de fer. Dire aux jeunes, ne touchez pas aux voitures garées. Une voiture garée veut dire quelqu'un qui suit le mot d'ordre. Mais si vous voyez une voiture passer dans votre quartier, ce n'est pas la peine d'aller dans d'autres quartiers. Restez dans vos quartiers, mais préparez vos pierres, vos cailloux. Et ceux qui vont circuler, taximens ou voitures privées, vous leur jetez des pierres, vous cassez des vitres, vous allez voir que ceux-là, les gens vont arrêter de circuler après un jour de cette action-là. Donc, ceux qui circulent veulent faire échouer le mouvement. On ne doit pas le permettre. Donc, il faut imposer cette immobilité nationale, que sur les routes du pays, personne ne circule, qu'à Libreville, personne ne circule, dans les villes du pays, personne ne circule, le mouvement doit être obéi par tous. Donc vous voyez, tous les syndicats doivent y prendre part, parce qu'il s'agit d'une opération non-retour. Une fois qu'on est dedans, il faut aller jusqu'au bout. Il y aura les brimades où on voudra peut-être arrêter les patrons syndicaux, mais vous n'avez rien fait de violent. Tout ce que vous avez dit, c'est de dire, écoutez, personne ne va travailler. Et maintenant, libre aux jeunes de suivre ce que je suis en train de dire là. Si vous voulez que j'emporte la responsabilité, je le ferai. Mais je dis aux jeunes, si les mouvements syndicaux suivent un peu la démarche que je viens de donner, ben, il vous appartiendra, vous qui êtes à Libreville, de ne pas quitter vos quartiers, de rester dans vos quartiers, mais de surveiller s'il y a des voitures qui circulent. Une fois que l'ultimatum expire, personne, Libreville doit être mort, Port-Gentil doit être mort, Mouila, Oyem, le Gabon doit être mort, aucune voiture ne circule. Les voitures qui circuleront s'exposent au fait que les jeunes qui seront au bord des routes dans leur quartier où ils vivent, s'exposent à ce que ces jeunes jettent des cailloux dessus et cassent ces vitres-là. Je ne dis pas s'en prendre aux personnes, parce qu'il ne faut pas toucher aux gens. Les personnes elles-mêmes, non. C'est plutôt que ces voitures qui circulent contreviennent ou plutôt visent à la destruction du mouvement. Il ne faut pas le permettre. Donc, voilà un peu, hein, mes chers amis, ce que j'essaie de dire. C'est-à-dire, en fin de compte, pour les syndicats, la décision, elle est simple. Vous devez décider si votre mouvement est politique ou non. S'il n'est pas politique, ne mettez pas dans vos discours des éléments politiques parce que vous allez créer des illusions, des fantasmes chez les Gabonais qui vont voir en vous un mouvement libérateur en croyant que vous vous battez pour la fin du régime des Bongo alors qu'en réalité, vous vous battez simplement pour la réduction des inégalités. Évidemment, dans le Gabon que nous connaissons, bon, ces inégalités vont perdurer parce qu'on va satisfaire vos quelques revendications aujourd'hui, mais dans 3 mois, 6 mois, les mêmes réalités vont revenir. Et si
Et là, c'est important de comprendre. Si demain, la crise pétrolière s'accentue, vous allez voir, les conséquences seront encore terribles. Et donc, vous reviendrez encore une fois dans ces mêmes revendications. Et c'est à vous donc de décider si vous voulez continuer ad vitam aeternam à répéter les mêmes revendications ou à politiser votre démarche. Tout ce que moi je vous demande, c'est la clarté, la simplicité du discours pour que les Gabonais comprennent que votre mouvement est soit simplement sectoriel, ça veut donc dire non politisé, et que si Ali Bongo satisfait à vos revendications, vous allez tous rentrer, recommencer à travailler. Ça, c'est une démarche. Personne ne doit pouvoir vous accuser de trahison ou j'en sais rien, parce que c'est ça aussi le problème avec les Gabonais aujourd'hui, c'est qu'ils sont tellement désespérés qu'à chaque fois que quelqu'un se soulève quelque part, il lui accorde automatiquement une intention révolutionnaire, alors que ce n'est pas nécessairement ça l'objet de tout le monde. Les syndicats peuvent très bien revendiquer sur des bases très sectorielles. Et ce n'est pas nécessairement une faute, et personne ne doit pouvoir vous fauter, vous accuser de trahison pour ça, non, parce que cette lutte-là, elle est spécifique. C'est la responsabilité des hommes politiques d'alimenter la revendication politique. Les syndicats peuvent venir en appui, mais on ne doit pas faire des syndicats le cheval d'attaque ou le chien d'attaque d'une révolution. Ce n'est pas normal, et ce n'est pas ce qu'on attend généralement. Mais comme au Gabon, il y a une démission collective de la classe politique, les syndicats peuvent, dans certains cas, comme on l'a vu en Pologne, se substituer à cela et mener un mouvement révolutionnaire. Mais à vous de décider si c'est vraiment ça votre intention. Sans cette clarification, vous verrez que les Gabonais demain vous accuseront aussi de trahison, diront que vous avez été acheté par Ali Bongo parce que vous ne serez pas allé au bout de la logique que vous sembliez suggérer dans vos discours. Donc vos discours doivent être très clairs pour éviter ces déceptions-là. Et moi, je pense que les Gabonais doivent pouvoir aussi comprendre que ce n'est pas votre rôle de faire des révolutions. Mais si vous les amenez dans cette voie, si vous laissez entendre que votre action est politique aussi, vous êtes dans l'obligation d'aller au bout de cette logique parce qu'à ce moment, vous prenez un engagement qui doit être cohérent et donc s'accommoder de vos paroles. Et ça veut donc dire s'organiser de façon politique pour mettre fin à ce régime, puisqu'il n'y a pas d'autre solution. La seule manière d'apporter des solutions durables aux problèmes gabonais, donc aux problèmes syndicaux, aux problèmes de santé, aux problèmes sociaux, aux problèmes d'éducation, aux problèmes des routes, aux problèmes de développement, la seule solution passe par une action insurrectionnelle, par la rue. C'est la seule chose. Tout le monde le sait. Mais c'est à vous de choisir si c'est dans cette direction que vous voulez aller. Et la dernière chose que j'ai envie d'ajouter, c'est que pour bien mobiliser les Gabonais, vous êtes obligés de ne pas mêler les combats. Parce que je vois parfois dans certaines réactions à ce que vous faites, des gens qui pensent que vous faites ça pour mettre le président élu au pouvoir et ainsi de suite. Faites attention aussi à ça parce que si vous créez l'amalgame entre ce que vous voulez faire, si vous politisez votre action et la question du président élu, vous risquez de perdre une bonne partie des gens qui pourraient faire partie du mouvement. C'est important de comprendre. Parce que tout le monde n'est pas nécessairement favorable au président élu ou à une démarche qui consisterait à mettre le président élu au pouvoir. Parce que lui-même semble avoir abandonné son combat. Donc votre action syndicale doit être jugée comme une action différente, qui n'a rien à voir avec l'élection de 2016. Mais qui a bel et bien à voir avec le simple constat que les Bongos ne peuvent plus répondre aux attentes des Gabonais et pour cela, ils doivent être évincés. Donc votre mouvement ne vise pas la question de réparation politique que même ceux qui ont participé à cette élection pour cet objectif semblent avoir abandonné. Ce n'est pas le même combat. Votre combat dit il faut évincer Ali Bongo. En fait, vous êtes automatiquement dans ce que nous, on a appelé à l'époque le combat de la DTE. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on fait tomber un régime par une action révolutionnaire, qu'on le veuille ou pas, parce que les gens ne comprennent pas ce que nous, on a voulu dire par DTE, destitution, transition, élection. Ce que nous, on a voulu dire à l'époque, c'est qu'en fait, si vous voulez
faire chuter un régime par une action révolutionnaire, vous tombez obligatoirement, dès la chute de ces régimes, dans une étape transitionnelle. Ça veut donc dire qu'en fait, personne ne devient président de manière durable dans ce moment-là. Ce que vous faites, c'est qu'il y a un président de transition, une transition courte, qui va être d'1 an maximum à peu près, qui consiste simplement à utiliser cette chute de régime comme un moment de réforme, de restructuration qui permet de doter le pays d'une nouvelle constitution négociée par tous. Donc, on aurait une sorte d'assemblée constituante automatiquement qu'il faut mettre en place pour créer pour les Gabonais une nouvelle constitution qui soit démocratique et donc qui puisse garantir des élections crédibles, transparentes, justes. Ce qui ferait qu'au bout de cette transition d'1 an, avec un président provisoire, qui pourrait être un sage, hein, comme Luc Bengonossi, puisque lui, on sait que lui, il a vraiment à cœur la transformation de notre pays. Lui, il pourrait accepter qu'on le mette là comme président de transition pendant 1 an. Un sage, avec un esprit de démocrate, comme Luc Bengonossi. Il coiffe cette transition, accompagne le mouvement réformiste, et 1 an après, on va à de nouvelles élections. Et comprenez-moi bien, moi je pense que parfois ces solutions sont simples. Hein. Le simple fait d'aller à une nouvelle élection dans 1 an veut dire qu'en fait, ceux qui ont voté pour le président élu peuvent revoter pour lui, donc ça ne contredit rien. On n'est pas obligé dans un mouvement mené par les syndicats d'aller revenir traiter du contentieux de 2016 qui est déjà dépassé. Puisque ceux-mêmes qui sont derrière ce contentieux ont abandonné. Ils ne peuvent donc pas venir surfer sur le mouvement syndical, qui est un mouvement qui découle d'autres paramètres, qui sont des paramètres populaires, et qui, grâce à un mouvement comme celui dans lequel les syndicats sont engagés, demande qu'en réalité, sa politisation nous amène simplement à un contexte de neutralité qui doit être capable de mobiliser tout le monde. Si on repart dans le contentieux de 2016, on va perdre une partie des gens qui peuvent soutenir le mouvement syndical dans sa dimension politique. Or, nous avons besoin aujourd'hui de mobiliser tout le monde pour un changement neutre qui veut dire en réalité la chute d'Ali Bongo et de son régime, la mise en place d'une transition et 1 an plus tard, une nouvelle élection après une réforme constitutionnelle. C'est la seule manière de mobiliser tout le monde à 100%. Mais si on transforme ce mouvement syndical, politisé, en un mouvement pour le contentieux de 2016, on va perdre beaucoup d'éléments et en fait, ça va faire un autre flop et ça n'ira nulle part. Donc, c'est de manière, j'allais dire, presque mathématique que je dresse ici les paramètres qui vous disent que mathématiquement, la seule manière pour un mouvement comme celui-là d'aboutir, c'est de le politiser dans un sens neutre qui dit qu'il ne s'agit pas du contentieux de 2016, mais plutôt d'un mouvement qui dit Ali Bongo doit partir. Et une fois qu'il est parti, on est dans une transition, donc on le destitue, on arrive à une transition et cette transition organise de nouvelles élections dignes de ce nom. Maintenant, ceux qui veulent réélire leur président élu sont libres de le faire, puisque s'ils ont voté pour lui en 2016, le même vote qu'ils ont donné en 2016, ils peuvent le redonner en 2019, par exemple. Et ça aura le résultat de reconduire celui qu'ils voulaient. Et du coup, la démocratie parle et c'est propre. Et au moins, ce vote-là n'a pas de remise en question. Et en fait, pour nous qui avions suggéré à l'époque qu'il était même mieux en 2016 de demander l'annulation et de construire un mouvement insurrectionnel autour de cette demande d'annulation, je suis convaincu à 100% que si, en 2016, au lieu d'aller à la Sénat, au lieu d'aller chez Mboranto, on avait plutôt monté un mouvement populaire insurrectionnel dans les rues dès le lendemain de l'élection pour dire que on n'accepterait pas la victoire d'Ali Bongo et qu'en fait, il valait mieux que cette élection soit annulée pour être réorganisée dans 1 an. Donc en réalité, on créait à partir de là les conditions d'une sorte de transition
poussé par un mouvement insurrectionnel dans la rue, hein, parce que ça n'aurait pas pu s'obtenir autrement que par ça. Aller à la Sénat ou à la Cour constitutionnelle ne menait nulle part. Il fallait simplement insister pour que, à défaut de chasser totalement Ali Bongo, on obtienne une transition qui imposait une nouvelle élection dans un an. Mais la différence, c'est que quand c'est imposé de manière insurrectionnelle, on allait forcément enlever les leviers de contrôle des élections et tout le reste au Bongo. Et à la limite, donner ça entièrement à 100% à l'Union européenne pour qu'ils viennent organiser cette élection au Gabon un an plus tard. Et qu'à partir de là, le perdant accepte de partir ou la victoire de l'autre. Et je suis certain qu'un an plus tard, ça se serait passé. Et au pire, peut-être qu'en août 2018, là maintenant, on serait en train d'aller vers une nouvelle élection, mais où ceux qui avaient voté pour le président élu à l'époque auraient forcément revoté pour lui. Donc ça ne remettait pas en cause en réalité cette réalité. Si on avait voté pour lui en 2016, on l'aurait fait forcément en 2018 pour réaffirmer son vote. Donc les passions même autour de ça se seraient réaffirmées en 2018 pour ça. Mais le fanatisme a parfois fait que les gens ne veulent plus écouter les idées des uns et des autres, s'enferment dans une situation que l'Union européenne n'aurait jamais validée. Je vous le dis, au-delà des fantasmes et des illusions, la réalité c'est que l'Union européenne ne pouvait pas, en 2016, valider la victoire de l'un ou l'autre parce que le processus lui-même qui a soutenu ça n'était pas transparent du début à la fin. Les résultats qui ont été proclamés, on n'a jamais été sûr exactement des vrais chiffres de cette élection. C'est parfois des chiffres qui ont été concoctés, que même quand on reconnaissait la victoire d'un opposant par-ci, par-là, ces chiffres n'étaient jamais non plus crédibles. Donc on aurait affirmé la victoire de quelqu'un dans un contexte vicié dès le départ. Les Blancs ont tendance à s'éloigner de ces arbitraires et tout ce qui aurait arrangé les Européens, c'est que si un mouvement insurrectionnel avait été déclenché pour l'annulation des élections, ils auraient soutenu ce mouvement directement pour dire oui, nous sommes d'accord, nous soutenons l'annulation et nous recommandons donc qu'une transition soit mise en place et pour qu'une élection se tienne dans un délai ne dépensant pas, par exemple, 2 ans. Et du coup, vous auriez vu une toute autre situation dans laquelle l'Union européenne, les États-Unis et même la France se seraient sentis obligés de s'investir au vu d'une situation insurrectionnelle au Gabon qui avait à la tête cette revendication. Mais on aurait même pu aussi aboutir directement à l'éviction du régime Bongo. Mais au moins, au minimum, même dans une situation comme celle-là où on n'aurait peut-être pas obtenu la chute du régime, on aurait pu au moins obtenir cette transition et donc imposer en réalité une nouvelle élection dans un délai d'1 an ou 2 qui aurait amené à la victoire de l'opposition. Puisque nous savons que l'opposition gagne toujours. J'ai toujours dit, hein, vous mettez un chien devant les bongos, le chien gagnerait parce que les Gabonais ne veulent plus des bongos. Ali Bongo lui-même a subi le choc de ce rejet. Donc, chers compatriotes, voilà un peu pour nos amis syndicalistes ce que j'ai voulu dire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être capable d'amener à un combat qui soit clair. Si votre combat est pour la fin du régime des bongos, il faut l'organiser selon des paramètres qui sont clairs et qui suivraient un peu la démarche que je viens de donner parce que c'est la seule démarche en réalité qui puisse conduire à un résultat d'éviction du régime bongo. Mais cela demande que ce combat que vous allez commencer, si vous le faites dans ce sens-là, et moi, personnellement, je ne vous reprocherai pas d'avoir simplement suivi le sacerdoce qui est le vôtre, qui est la défense des intérêts des travailleurs. Si vous vous limitez à cet objectif, personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient parce que je trouve que ce n'est pas à vous d'aller dans des révolutions. Mais si le choix est désormais fait, que c'est la révolution que vous visez, que c'est la chute du régime des bongos que vous visez, vous pouvez l'obtenir dans un délai d'1 mois, c'est clair. Tout dépend de la manière dont vous organisez cette démarche-là. Mais comme je vous le dis, vous ne pouvez pas le faire sans y associer tous les syndicats. Il faut que tout le monde y participe et que tout le monde comprenne en fait que il vaut mieux qu'on tienne le coup tous pendant 1 mois pour réussir ça plutôt que de voilà, parce qu'à la fin on n'obtiendra rien du tout si on est dispersé dans cette démarche-là. Donc tous les syndicats doivent s'intégrer dans ce mouvement-là. Le peuple gabonais doit être invité à soit aller dans les rues pour ceux qui en ont le courage, soit à rester dans leur maison pour ceux qui en ont le courage. L'idée étant d'amener à une situation de pays mort qui va être portée par cet ultimatum mobilisateur dont la date limite sera l'élément marquant
l'élément déclencheur. Ça veut donc dire que à l'expiration de l'ultimatum, d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, la période que vous voulez, le temps que vous voulez, à la fin de cet ultimatum, tout le monde doit suivre le mot d'ordre qui est simplement de rester à la maison, de ne pas aller travailler, de forcer tout le monde à rester à la maison, d'empêcher la circulation des voitures dans Libreville et de mettre tout le monde devant le fait accompli qui dit que les bongos doivent partir, pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, pas dans 1 an, mais maintenant. Voilà, chers compatriotes, ce que j'avais à vous dire comme suggestion, humblement et modestement, pour aider à aiguillonner votre mouvement, pour contribuer ma petite pensée à la démarche fort louable dans laquelle vous êtes, qui est déjà de défendre avec vigueur les intérêts de vos compatriotes, leurs intérêts professionnels, quitte à vous maintenant de clarifier cela maintenant pour les Gabonais, si votre intention est d'aller plus loin que ça et de politiser votre discours. Je ne puis que vous souhaiter bon courage, quelle que soit la finalité que vous poursuivez. Pour ce qui est des Gabonais et de ma propre démarche, je reviendrai dans le cadre de ma rentrée politique et dans un discours beaucoup plus circonstanciel, je reviendrai vous donner un peu les démarches qui, elles, seraient les miennes dans les temps qui viennent, des démarches que j'estime seraient à même d'amener au résultat de chasser les bongos du pouvoir. Des démarches qui nous demandent de nous organiser, de ne plus improviser le combat et surtout de savoir exactement comment amener dans un temps très court à l'éviction des bongos et de leur régime du pouvoir au Gabon. Vive le Gabon, vive la République. Je vous remercie. Nyamura ya zama tro, so so yo yo mama so